Amoureux du livre, soyez les bienvenus. Vous êtes sur le bon canal télévisuel et vous suivez le magazine littéraire à l'encre de la plume. Vous reconnaîtrez certainement l'écrivaine du jour. Il s'agit de Brigitte Badi. Alors, elle vient cette fois-ci nous présenter Yvette Kwadja Moretti, présidente. Le livre, on va dire le tout dernier d'une trilogie littéraire autour d'Yvette Kwadja, que vous connaissez certainement pour tous les habitués de cette émission. Alors, une trilogie qui nous a permis, au fil des numéros, de traverser l'histoire d'une femme d'influence, d'une femme de grande destinée. Madame Badi, soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être toujours au rendez-vous également. On va dire des échanges constructeurs. Merci. Sans plus tarder, Marie Abissier va nous aider à redécouvrir la biographie de l'auteur et c'est maintenant. Née dans le département d'Agboville, précisément à Guességuier, Brigitte Badi est une écrivaine ivoirienne. Elle a grandi dans la commune de Yopougon, où elle a fait tout son cycle primaire à l'EPP Sikoji 2. Kama a aussi fréquenté le collège moderne du Plateau et le lycée moderne d'Agboville. Elle a obtenu le baccalauréat au lycée moderne de Grand-Bassam. Brigitte Badi fait partie de la première promotion de l'université de Bouaké, où elle a obtenu le diplôme d'études approfondies en sociologie option santé. Aujourd'hui, experte en développement social et genre, formatrice sur les questions de genre, elle a travaillé pour diverses structures internationales. Chrétienne catholique engagée, l'auteur associe sa foi, ses connaissances et sa passion pour l'écriture dans le but d'éveiller les consciences et parvenir au développement du continent africain. À l'instant, la biographie de l'auteur présentée par Marie Abissier. Il est maintenant temps d'être plus attentif pour comprendre le développement des idées de l'auteur. Alors, Brigitte Badi, à travers l'œuvre, l'histoire même d'Yvette Giovanna Maria Teresa Kwadja, épouse Moretti, eh bien, vous nous montrez que la vie d'une personne peut être tout tracée. Seulement aussi, les prophéties peuvent se réaliser si on y allie la foi et la détermination. C'est cette leçon-là, cette petite leçon que cette œuvre nous a donnée. On dira même l'une des leçons que cette œuvre nous a données. Il y a beaucoup à en tirer en fonction des tranches de la population, en fonction des rangs et tout ça et des postes occupés dans la société. Alors, dites-nous donc, revenons-en au fait, nous allons tout de suite vous demander, est-ce qu'Yvette Kwadja, c'est vrai que ce n'est pas la toute première émission, vous avez répondu à certaines questions, mais on revient encore pour creuser. Yvette Kwadja, est-elle une personne réelle qui vous fait faire une fixation, qui vous fait croire, vous convainc du fait qu'elle peut relever un tel défi, ou encore c'est juste une muse pour vous, pour, on va dire, explorer le rôle important des femmes dans la société et puis aussi montrer que les femmes peuvent occuper de hautes fonctions dans la société. Dites-nous. Alors, Yvette Kwadja est un personnage imaginaire. Je l'ai déjà dit, le prénom Yvette vient d'une amie qui m'a beaucoup aidée dans le passé. Mais l'histoire de notre protagoniste, Yvette Kwadja, est un peu comme un assemblage d'idées pour montrer que on peut avoir ce genre de personnes. On doit aller vers ce genre de personnes pour mieux vivre dans notre société, pour être en paix avec nous-mêmes, pour mieux diriger notre société. Alors, l'idée de voir une femme, on va dire, diriger la Côte d'Ivoire, devenir présidente de la République de Côte d'Ivoire ne nous déplaît guère. Mais dites-nous, vous, d'où vient cette conviction que si une femme est mise à la tête de la République ivoirienne, il y aura beaucoup de changements. On va dire que les lignes vont bouger, il y aura vraiment de l'évolution, les choses vont changer. Qu'est-ce qui vous fait croire en cela? Parce que mine de rien, c'est un rêve, quelque chose que vous voulez voir s'accomplir, que vous nous racontez dans ce récit. Qu'est-ce qui vous donne une telle conviction? Alors, c'est pas que une femme dirige le pays et ça va tout changer, non, c'est pas ça l'idée. C'est d'avoir une femme avec un pouvoir de décision, avec une capacité de détachement pour pouvoir diriger le pays.
Donc, si un homme se met dans la peau d'Yvette Kouadia, il serait le bienvenu. Donc, on n'entend pas forcément que ce soit une femme. Mais par contre, en parlant d'Yvette Kouadia, je ne fais même pas beaucoup de réflexions. Il y a des hommes et des femmes dans notre société. Donc, les hommes peuvent être partout, les femmes peuvent être partout. Il n'y a rien d'extraordinaire. La preuve, c'est que vous voyez des femmes qui enseignent des hommes. Oui. Donc, ce n'est pas que une femme soit présidente de la Côte d'Ivoire, on aurait fait un miracle. Non. Au contraire, on aurait utilisé toutes les ressources, toutes les compétences qu'on a pour mieux diriger le pays. Voilà. Alors, vous êtes une habituée de l'émission. Nous allons donc, on va dire, satisfaire la tradition, qui est de décrypter un peu, encore décortiquer ce qui se trouve sur la première de couverture. Déjà, les éléments, on constate qu'il y a un fond blanc, également l'écriture en couleur noire et violette. On a la photographie d'une femme en âge mûr, qui dégage de l'assurance, toujours l'assurance avec Yvette Kouadia, et qui arbore une tenue en pagne, qui nous rappelle encore son africanité. Alors, expliquez-nous ces éléments de la première de couverture, ce changement de couleur, là on passe à la couleur violette, il y a certainement, voilà, la couleur violette se retrouve également dans la tenue d'Yvette et tout ça. Alors, on n'a pas fait de travail pratique spécial par rapport à la première de couverture. La maison d'édition utilise les couleurs en tenant compte de la tenue de la personne qui est sur l'image. Et ici, pour faire ressortir le saumon et le gris, la maison d'édition a trouvé bon de prendre le violet. Et effectivement, ils ont bien fait parce que ça ressort bien. Et quand on regarde le contour des lèvres, le maquillant qui a été utilisé était du violet. Et donc, ça fait ressortir vraiment l'image de la personne. Je voudrais profiter pour dire merci à cette dame. Très discrète. Les choses simples, quelquefois, renferment, on n'imagine pas de grands messages. Et c'est ce qu'on découvre, cette assurance. Quand on a de l'assurance, on a de la foi, on a des convictions. C'est sûr qu'on va loin. Alors, Tata Adjoba, la nounou d'Yvette, qui revient d'un voyage le 2 décembre 2035. Ça, c'est vraiment une histoire futuriste. Oui. Alors, elle revient pour partager le contenu de son songe prémonitoire à la mère et à la grand-mère d'Yvette. Alors, une date, comme je l'ai si bien dit, qui indique un caractère futuriste de l'histoire. Faut-il interpréter de façon minutieuse cette période à venir, ou bien il fallait juste mettre une date sur l'événement pour donner à l'histoire son réalisme? Alors, je pense que je dois poser la question au Saint-Esprit, parce que quand je vais écrire, je lui dis Saint-Esprit, conduis-moi. Oui. Donc, beaucoup de choses sont écrites qui ne dépendent pas forcément de moi, qui sont comme des orientations et je mets. J'ai voulu tenir aussi compte du futur, de l'avenir, parce que Yvette Kouadia, vous savez, les lecteurs, ils s'attachent beaucoup. Si on met 2025, ils vont dire, mais 2025, personne n'a rien vu, donc ça veut dire que l'histoire n'est pas vraie. Oui. En réalité, c'est une histoire imaginaire, mais en même temps, il faut donner de l'espoir aux gens, il faut les amener dans un futur proche et leur dire, nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, Tata Adjoba nous vient ce 2 décembre, parce que nous allons rentrer aussi. On a choisi le mois de décembre parce que nous allons avoir la transition pour les fêtes de fin d'année où Yvette aura à prendre sa décision et revenir au pays. Alors, je vous emmène à la page 12, de l'œuvre, on va dire l'avant-dernier paragraphe. La visite de courtoisie se transforma en un temps de prière. Les âmes étaient inondées de joie. Jeanne et sa mère décidèrent de faire une demande de messe grégorienne. Messe grégorienne, tout de suite, cela attire notre attention. On a pour habitude de faire des demandes de messe. Mais pourquoi cette précision de messe grégorienne? Qu'est-ce que la messe grégorienne peut-elle apporter? En quoi est-ce qu'elle est différente d'une messe tout simplement d'action de grâce? Pourquoi la messe grégorienne? D'abord, il faut dire que notre calendrier est un calendrier grégorien. Et donc, si vous voulez faire une demande de messe sur un mois, tout simplement, en tenant compte du calendrier grégorien qui est à chaque mois, et donc faire la demande de messe sur un mois. Du début jusqu'à la fin du mois. On aurait pu dire, on va prendre le calendrier lunaire, mais puisque nous fonctionnons dans le calendrier grégorien, voilà, donc c'est pour ça.
Donc, du premier jour du mois jusqu'à la fin du mois, on fait une demande de messe. Je ne sais pas s'il y a un pouvoir particulier, mais je me dis, on couvre tout un mois. Et c'est sûr que les différentes, le début, la moitié du mois, la fin du mois, toutes ces étapes-là vont être couvertes par ces demandes de messe. Alors, pourquoi le président Toussaint Taki a jugé bon d'impliquer les parents d'Yvette dans ce processus de prise de décision importante, on va dire, pour les destinées même du pays? Alors qu'on sait qu'Yvette était déjà une femme mature, une épouse, une mère habituée au challenge, on va dire aux grandes prises de décision. Pourquoi il a voulu impliquer ses parents? Ben, ce sont les parents qui ont éduqué Yvette. Donc, ils connaissent bien les filles. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, on voit les gens qui vivent comme s'ils ne viennent pas d'une famille, comme s'ils sont sortis d'ex nihilo. Mais vous avez une famille, vous avez des pratiques, vous avez des traditions. Et donc, en impliquant les parents d'Yvette, d'abord, c'est par rapport à l'éducation donnée à leur enfant, pour que les parents accompagnent l'enfant dans la décision qu'elle va prendre. Mais il faut aussi noter qu'au départ, quand Yvette s'est retrouvée avec Ndouba et qu'il travaillait sur les questions du développement de l'Afrique, beaucoup de partis politiques avaient voulu qu'Yvette les rejoigne. Et les parents, les grands-parents, les parents avaient dit qu'Yvette ne faisait pas de la politique. Ça, c'est dans Yvette Kouadia l'Africaine. Et donc, ici, pour que les parents comprennent que ce n'est pas une politique politicienne qu'on attend de leur fille, il faut qu'ils soient au début de la prise de décision. Et les parents d'Yvette, il faut le noter, ils sont un soutien fort pour elle, moral, spirituel. Ils font toujours l'accompagnement de leurs enfants, même s'ils sont grands. Mais les conseils des parents sont toujours importants. Alors, en lisant l'extrait présentant le plan de préparation du président Taki pour l'accession d'Yvette au pouvoir, nous remarquons qu'il prévoit un mandat de 12 ans, c'est-à-dire 5 ans, après renouvelable 7 ans. Alors, tout de suite, on se demande, est-ce que cette vision ne donnerait pas libre cours aux critiques actuelles qu'on a aujourd'hui sur la durée des mandats des leaders? Est-ce que ça ne va pas donner oui, avec le président Taki, il a fait les 5 ans. Il a proposé qu'on aille à 7 ans. Parce que des fois, en 10 ans, on peut ne pas aller au bout de ses idées. Parce que 10 ans dans la vie d'un pays, ce n'est rien. Donc, en vouloir passer de 5 à 7 ans de mandat, ce n'était pas simplement pour qu'il puisse avoir plus de temps de gestion, mais c'est plutôt pour l'avenir. Les 7 ans qu'il a fait, c'était juste pour le temps de se retirer, pour mettre au devant la personne qu'il allait proposer. Et après, lui, il partait à vaquer à d'autres occupations. Mais le pays avait accepté. C'était pas qu'il avait décidé comme ça. Il y a eu un référendum, le pays a accepté. Et on savait que désormais, le président avait 7 ans de mandat qu'il pouvait renouveler une fois et on s'arrête à ça. La campagne électorale d'Yvette n'a pas été un long fleuve tranquille, avec les actions des détracteurs comme M. Bamba Yakuba sur le cas de conflit d'intérêts avec les entreprises Yvette, de Kwaku également, Kwaku Konan, sur la fibre ethnique, la nationalité de son époux Luciano, des attaques même mystiques et tentatives d'empoisonnement de la part de M. Ferdinand Kofi. Alors, maintenant, nous voulons faire appel à votre regard de sociologue. Pourquoi est-ce que l'on assiste à ce type de complot-là à chaque fois que l'on parle d'élections et tout ça, que ce soit élection présidentielle ou autre type d'élection, il y a toujours des complots derrière? Pourquoi les gens réagissent ainsi? C'est inhérent au pouvoir. Le pouvoir attire toujours la controverse, la jalousie et tout ce qu'on peut s'imaginer. Vous voyez dans la Bible, à un moment, le Christ dit que l'argent est démon. Parce que le pouvoir va s'allier à l'argent. Et donc, les deux ensemble, ça va attirer beaucoup de comportements néfastes. Vous ne verrez pas quelqu'un qui a du succès et qui est adoubé par tout le monde, qui est aimé par tout le monde. Il y aura toujours, comme on dit toujours, une personne qui sera contre. Et c'est pour ça que quand vous voulez vous mettre dans des positions où on va parler de pouvoir et d'argent, vous devez vous préparer à ce genre de réaction. Et on dira que Yvette a vu juste, parce que c'est une femme de prière. C'est en songe qu'elle a vu qu'il y a quelque chose qui pas très bien allait se produire les jours à venir. Et voilà, un appel téléphonique après le vin qui a une couleur bizarre et tout ça, se demandait c'était quoi le rapport. Et elle a reçu l'appel
Elle a vu ce qui s'est déroulé par la suite. Elle a pu prendre ses dispositions parce qu'elle est restée ancrée dans la prière pour pouvoir avoir ce genre de signes. Oui. Alors, on ne peut pas être dirigeant. Déjà, quand vous êtes dirigeant d'une famille nucléaire, papa, maman, les enfants, vous devez être posé spirituellement. C'est vraiment la base. Parce que pour vous-même d'abord avoir la maîtrise de soi, pour vous-même espérer sur des enfants. Imaginez un enfant qui naît. Il ressemble un petit truc. Et le parent, il a espoir que cet enfant devienne grand demain. Et pour arriver à cela, il faut que le parent même soit équilibré. Et donc, quand on veut se mettre dans un milieu où on parle de pouvoir, il faut avoir une certaine relation avec Dieu. Moi, j'ai dit Dieu. D'autres auront d'autres entités vers qui ils vont s'adresser. Mais moi, je parle de Dieu. Le fait que Yvette ait une relation d'intimité forte avec Dieu, le Christ même nous dit, vous ne serez plus mes serviteurs, vous serez mes amis. Et on révèle les secrets à ses amis. Donc, le Seigneur lui révèle des secrets. C'est pour ça que le Seigneur lui montre chaque fois les changements qui vont arriver dans sa vie. Et elle utilise ces informations pour prier, demander plus de précision et agir en fonction. Donc, que le Seigneur lui montre que quelqu'un veut l'empoisonner. Ça, beaucoup de personnes arrivent à le faire. De la même manière, donc, quelqu'un peut dire à la pluie, s'il te plaît, arrête-toi. On a notre activité. Quand on finit, tu peux tomber après. Tout le monde peut le faire. C'est des choses basiques. Mais tout grand dirigeant doit avoir quand même un côté mystique. Sinon, quand je dis mystique, je ne parle pas de fétichisme. Je parle d'une forte intimité avec Dieu où Dieu va te révéler les choses les plus secrètes. On a nos saints. Moi, je suis de la communauté des enfants de Padre Pio. On a Saint François d'Assise qui parlait avec les animaux. On a notre oncle, on le dit comme ça amicalement, Saint Antoine de Padoue qui parlait aux animaux. Donc, je veux dire, pour exercer un certain niveau de pouvoir, il faut avoir une certaine intimité avec Dieu. Et on l'a vu avec Salomon, qui, dans sa prière, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il dit je veux la sagesse. Donc, si Dieu même vient te demander qu'est-ce que tu veux, ça veut dire que tu as des comportements qui attirent Dieu. Et c'était le cas d'Yvette. C'est un message que je donne. On ne peut pas diriger si on n'a pas une assise spirituelle. Oui. On va dire que Yvette aussi, il a bien appris parce qu'elle le tire de ses parents, particulièrement de sa mère Jeanne, de qui elle était très proche. On va dire que Yvette a vite commencé parce que lorsque la nouvelle s'est concrétisée, lorsque le président Taki a donné la nouvelle, son père Jean-Philippe s'est rappelé de ce que Yvette a posé comme acte. Quand lui et son épouse Jeanne avaient des disputes, comment est-ce que Yvette avait pris avec autorité, avait réagi? Il s'est souvenu de cette petite, de cet enfant-là qui est devenu une femme aujourd'hui, qui est restée ancrée dans la prière. Et voilà, tout ce qu'elle a dit s'est accompli clairement. Il en était même ému. Lui, il a vu, mais il n'a pas compris au fait. Il se disait qu'il regardait la télévision. Alors qu'effectivement, c'est dans un rêve, dans un songe que le Seigneur lui a montré des choses. Mais il n'a pas su, il n'a pas su interpréter. Mais sa fille, elle, quand elle a ressenti cela, qu'elle a expliqué à ses parents, et le président Taki leur a dit ce pourquoi il les avait convoqués, il a vu que c'était tellement clair et net qu'il était vraiment encore plus fier de sa fille. Vous dites que quelquefois, les enfants peuvent bien apprendre des parents et connaître même plus. Voilà, et c'est le cas d'Yvette aujourd'hui qui fait la fierté de ses parents, le personnage. Donc, certainement que quelqu'un dans ce monde-là a toutes ces caractéristiques-là. Très bien, nous allons à la page 51 maintenant. D'accord. Le deuxième paragraphe. Le brassage Baoulé Agni s'accompagnerait de l'abron, de l'apollo, de la bourrée et du koulango. Le mbato serait la langue du sud, en y intégrant la thié, la baie, le grobou, l'ébrié, la ladjan et la vicam. Le bété intégrerait des mots kroumènes, guéré, wobé, gagou et guébié, et le sénoufo prendrait en compte le lobi et le tagbada. Et toutes les ethnies proches du malinké constitueraient une seule ethnie. Les 5 ethnies composées seraient donc dans le programme scolaire. Les radios de proximité utiliseraient ces ethnies-là dans les districts concernés. Un peu plus bas, à la même page, la rencontre fut très conviviale. Madame la ministre prit le temps de partager les principes du système éducatif rwandais. Yvette décida d'ajouter aux principes de gratuité, de neutralité et d'égalité ceux de la liberté de l'enseignement, de la laïcité et de l'obligation scolaire depuis la maternelle. Elle décida aussi
de rendre la maternelle obligatoire à partir de 4 ans. Avec l'extrait du séjour d'Yvette au Rwanda, alors on se rend bien compte que pour les leaders, une pause estivale n'est pas, on va dire, un temps perdu. Avec le cas d'Yvette, elle était censée, à la demande du président Taki, elle était censée aller se reposer un peu. Mais qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va arriver au Rwanda? Elle va aller encore travailler. Donc, dites-nous, est-ce que c'est vraiment le cas d'Yvette ou bien, en principe, un leader devrait faire de chaque temps une opportunité pour travailler pour ceux qui croient en ses opinions, pour ceux qui l'accompagnent? Normalement, tout être équilibré, quand il arrive dans un environnement, il a toujours quelque chose qui va piocher pour son développement personnel comme pour la communauté. Donc, on ne peut pas dire on est en vacances totalement. On ne peut pas fermer les yeux. Même quand vous fermez les yeux totalement, une pensée peut vous venir à l'esprit. Donc, Yvette qui va pour se reposer, mais qui profite de son séjour pour rencontrer, parce que justement, en regardant la télévision rwandaise, elle voit des choses qui l'épatent. Quand vous allez au Rwanda, tout ce que nous appelons les dessins animés, les clubs des petits, en tout cas, une bonne partie est pour l'éducation des enfants. On leur apprend à compter dans ces dessins animés, on leur apprend à constituer des phrases. Vraiment, on apprend l'enfant à se développer à travers l'écran. Nous, ici, tout au notre petit écran, on va regarder que des artistes qui viennent chanter. C'est pas mauvais la culture, mais en même temps, à quel moment on utilise le petit écran pour l'éducation des enfants? Donc, en regardant cela, il se dit, il y a quelque chose qui est intéressant. Et vous savez qu'au Rwanda, ils parlaient d'abord le français, après ils sont passés en anglais, mais leur langue maternelle n'a pas bougé. Et donc, ils parlent beaucoup leur langue maternelle. C'est vrai qu'ils ont 3 langues, le Tutsi, le Hutu, la 3e langue, je ne maîtrise pas, mais elle est comme une langue intermédiaire. Et donc, ils ont réussi à avoir une seule langue, et c'est pour ça que l'éducation se fait avec cette langue et l'anglais. Donc, quand vous regardez que je fais des propositions, parce qu'ici, nous avons 61 ethnies, c'est beaucoup. Le choix d'une ethnie va peut être l'objet de conflits encore. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, quand vous voyagez, vous avez toujours une ethnie intermédiaire. Si vous allez dans la zone de Tias-Salé, vous allez voir ce qu'on appelle les Abé Agni. Donc, ils font la jonction entre les Abé et les Agni. Quand vous allez, je ne sais pas, peut-être à Méagui, vous allez voir qu'ils sont un peu bêtés et puis ils sont un peu néo. Donc, il y a toujours des ethnies intermédiaires qui captent les mots des différentes ethnies pour se constituer. Aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, on a réussi à créer le Nouchi. Ça veut dire qu'on peut créer des ethnies sur la base d'un ensemble d'ethnies en utilisant les mots des différentes ethnies et pour constituer des ethnies propres, regroupées. Donc, c'est cela que je proposais. Et c'est ça qu'avec l'éducation, on peut utiliser. Je veux dire qu'on peut, si nous essayons, au bout de 5 à 10 ans, nous allons voir que le Bété, le Kroumen, le Guébier, le Guéré et autres, qui utilisent des mots qui sont un peu anglais. Parce que quand le Bété dit l'école, dit Soukrou, mais c'est par rapport au school. Le Kroumen dit la même chose. Donc, en mettant ces mots ensemble, ils peuvent créer leur ethnie. C'est un travail de fourmi qui doit être fait pour ne pas qu'un seul groupe se sente frustré. Quand je disais le Ngbato, mais le Ngbato, effectivement, regroupe toutes les ethnies. Aussi, le Ngbato regroupe toutes les ethnies. Et les chercheurs disent que aujourd'hui, quand vous allez là où il y avait les Atiers, là où il y a les Atiers, c'était les Ébriers qui étaient là-bas. Quand vous prenez, par exemple, les gens d'Azagé, Brida, quand ils parlent leur abbé, tu as l'impression qu'ils parlent Atier. Mais quand tu prêtes l'oreille, en fait, c'est l'abbé qui parle. Donc, il y a des groupes comme ça qu'on peut mettre ensemble et créer des ethnies et qu'on doit enseigner dans nos écoles. Parce que c'est avec l'ethnie qu'on comprend mieux la culture. À présent, nous allons nous intéresser à un autre chapitre de l'histoire. Yvette Giovanna Maria Teresa Kwadja Moureti, présidente. L'ascension, le bienfait n'est jamais perdu, se confirme avec Yvette. Parce que l'on a vu, elle a bénéficié du soutien de personnes qu'elle a aidées, sans certainement attendre quelque chose en retour. Mais lorsque le moment est venu également de recevoir le soutien de la population, ces personnes-là se sont manifestées, des commerçants, des entrepreneurs, vraiment tout le monde venait à elle pour la soutenir dans ses actions, dans cette voie qu'elle a voulu emprunter pour la nation en elle-même. Pas pour elle-même Yvette, mais c'était pour les autres
vu qu'elle voulait se mettre au service de la nation en devenant présidente. Donc, toutes ces personnes-là se sont jointes à elle pour la soutenir. Des candidats ont même abdiqué le pouvoir devant, on va dire, cette jeune dame de 42 ans. Nous avons des taux également qui sont impressionnants de vote, 70%, 95%, rien que pour Yvette. Et là, cela nous emmène à emprunter votre expression, l'élection du siècle. Oui. Parce que vraiment, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Sous nos cieux ici, en Côte d'Ivoire, une élection claire et nette, bien menée, avec ce genre de taux-là. On se demande, mais il y avait personne véritablement en face? Est-ce qu'elle n'avait pas de concurrents imposants également? C'est parce que c'était une victoire écrasante. Oui. Donc, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez donné un tel coup à l'histoire? Alors, ce que nous constatons, c'est que c'est quand les gens veulent faire de la politique qu'ils se rapprochent du peuple. Et c'est dommage. Yvette, déjà, quand elle était à Londres et qu'elle a travaillé, elle a eu beaucoup de... avec ses primes et autres, elle a dit, moi je fais la promotion de l'éducation, il faut que je manifeste la promotion de l'éducation en créant des écoles. Donc, vous ne pouvez pas tenir un discours et ne pas agir dans le sens de vos idées. Donc, en créant les écoles, Yvette participait fortement à l'éducation des jeunes. Et avec le programme qu'ils avaient fait pour les pays africains, ils ont aidé beaucoup de jeunes à renforcer leurs compétences et à mieux se positionner. Parce que si vous vous souvenez dans Yvette Kwadja, l'Africaine, tous les jeunes qui étaient de la première promotion, qui ont fait le programme militaire, civique et technique, ces jeunes, ils ont eu du travail un peu partout en Afrique. Et ils ont vu en elle quelqu'un qui, sans même avoir l'idée d'être candidate, travaillait déjà pour la communauté. Alors qu'Yvette, déjà, elle a travaillé. Elle était proche des familles pauvres. Quand elle détectait un enfant intelligent et dont les parents n'avaient pas les moyens, elle venait en aide à ces enfants qui sont devenus des personnalités de partout le monde. Vous voyez dans le livre que lorsqu'elle est partie au Rwanda, puisqu'elle a fait un jumelage entre les écoles rwandaises et les écoles ivoiriennes. Enfin, ces écoles qu'elle avait créées. Donc, en faisant le jumelage, elle envoyait beaucoup de jeunes au Rwanda parce que là-bas, on ne parle que l'anglais. Donc, pour travailler avec l'anglais, travailler l'anglais, mais aussi développer certaines techniques. Et donc, c'est ces étudiants-là qui se sont mobilisés pour la voter déjà au Rwanda. Donc, tous les pays où elle a aidé des jeunes à y aller, là-bas, en tout cas, elle ne pouvait qu'avoir même les 100%. Deuxièmement, Yvette a beaucoup soutenu les associations de femmes. Souvent, quand je regarde les gens qui se lèvent, qui prennent 2 brouettes, 3 sacs d'engrais, pour dire je viens aider des coopératives, des gens de 5 coopératives, 2 brouettes, qu'est-ce que vous faites? Mais Yvette, elle a marché dans les pas de sa maman. Sa maman était déjà une femme qui aidait les groupements féminins. Et donc, elle a continué à aider ces groupements féminins. Et elle a aidé les enfants de ces femmes dans le groupement féminin. Parce que pour elle, elle marche bien avec cette maxime qui dit nul n'a le droit d'être heureux. Et donc, elle veut que tout le monde soit heureux. Et elle veut que notre Afrique soit forte. Donc, elle a travaillé à cela. Les gens la connaissaient. Elle ne fréquentait pas les politiques, mais on connaissait Yvette Kwadja. Et ce qui a fait. Donc, les autres candidats, eux-mêmes, ils n'avaient pas besoin d'aller gaspiller le peu d'argent qu'ils avaient parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont ralliées. Ils ont vu la politique. Et Yvette n'a pas été candidate tout de suite. Parce que ce qui s'est passé quand le président Taki l'a coopté, il l'a d'abord envoyé en Israël comme ambassadrice. Elle allait apprendre la diplomatie. Elle est revenue, elle a été ministre. Elle a travaillé sur les secteurs. Elle a travaillé dans l'agriculture. Elle a développé l'agriculture domestique, ce que nous sommes en train d'abandonner aujourd'hui. Avant, toutes les familles avaient leur petit potager. Aujourd'hui, nous payons tout. Nous payons tout. Une fois, j'étais allée faire des achats et puis je disais aux vendeurs, nous, on a les feuilles de patates chez nous. La dame qui était à côté dit, madame, je n'ai pas dû payer pour. J'étais dépassée. Des feuilles de patates. Rien que les feuilles de patates, on paye tout. Parce que l'Ivoirien n'a plus de potager. Et ça encore, je vais dire qu'il faut que le ministère de la Construction intervienne. Parce que quand on dit une surface habitable, il faut qu'on laisse la partie où la nature peut jouer son rôle. Mais on va tout carreler. On n'a pas de petits jardins, on n'a pas de potager. On veut tout payer parce qu'on est très moderne.
Et donc, Yvette ramène l'agriculture domestique. Elle ramène l'éducation des personnes qui travaillent, qui doivent pouvoir peut-être se préparer à la reconversion. Donc, en faisant tout cela, en tant que ministre, les gens ont vu le travail d'Yvette, ils l'ont apprécié, ils se sont dit, si cela devient présidente, en tout cas, on va faire beaucoup de choses. Vous avez vu comment elle a organisé le bac. Nous passons le bac pendant la saison pluvieuse, parce qu'on veut arrimer notre calendrier au calendrier des autres pays, etc. C'est pas mauvais. Ouais. Mais quelle politique nous développons pour que le bac, qui est un diplôme vraiment intermédiaire, qui nous sort d'une phase, d'une étape à une autre, qui nous fait passer d'une étape à une autre, que la préparation du bac soit quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'Yvette envoie les gens en Corée du Sud pour voir comment ils préparent le bac. J'exagère en prenant l'exemple de Corée du Sud, mais là-bas, le bac, c'est un événement. J'ai un collègue qui s'est retrouvé en Corée du Sud dans la période, il a dit, mais vous ne pouvez rien faire. Tous les véhicules sont mobilisés pour le bac. Et Yvette même va aller jusqu'à faire du bac le premier diplôme de travail. Pour tous les corps de métier. A rendu le bac obligatoire. Et même au marché, elle a fait des bacs professionnels pour les femmes qui vendent, qui font l'alphabétisation, pour qu'elles se sentent valorisées. Parce que la maman qui compte, je me rappelle en moment des Colette, les loups Colette, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. La femme disait, moi je ne sais pas là à l'école. Oui, j'ai construit une école. Je ne sais pas là à l'école, mais j'ai construit une école. Nos politiciens, ils font quoi? Nous tous, on attend le plan national de développement, on attend les budgets extérieurs pour pouvoir construire. Mais elle n'est pas là à l'école, elle a construit une école. Et donc, c'était un peu ça, ce genre de femme que je voulais valoriser à travers Yvette Kwadja. Bien. Et après son élection, Yvette s'est vite mise au travail. On l'a vu, elle est restée constante dans son engagement jusqu'au bout. Une détermination avec des résultats qui forçaient l'admiration de plus d'un, alimentant même la motivation de ses équipes. Alors, elle a fait, et après avoir mis la barre haute, Yvette décide de laisser le pouvoir. Alors là, on se demande pourquoi est-ce qu'elle décide de dire « il est temps pour moi de partir ». Alors que tout allait bien dans le pays, ça a créé la déception générale lorsque cela a été annoncé au JT, au journal télévisé de 20h. Mais pourquoi Yvette décide-t-elle de partir? Pourquoi? Vous savez que c'est les communautés qui font que les hommes de pouvoir ne veulent pas partir. Yvette est une personne détachée. Yvette croit à un Dieu. Elle sait que le Dieu qui lui a permis d'être là peut permettre à ce qu'elle a formé puisse continuer. Il y a un autre livre qui fait un peu la suite d'Yvette Kwadja. Vous allez voir qu'il y a une déception quelque part. Parce que lui ne va pas vouloir suivre le chemin qu'Yvette Kwadja a tracé après peut-être 4 ou 5 présidents après. Mais je veux dire, Yvette fait confiance aux gens. Si elle a réussi à faire le travail, ce n'est pas elle qui a fait le travail, c'est toute une équipe qui a fait le travail. Donc, si l'équipe travaille dans la même gouverne, dans la même direction, pourquoi est-ce que notre personne ne pourrait pas continuer? Et à force de croire qu'on est indispensable, on ramène tout vers soi. Et on utilise les autres, on infantilise les autres. Yvette a voulu montrer que quand on est un bon leader, ça veut dire qu'on a toujours des gens qui peuvent nous remplacer à tout moment. Nul n'est indispensable. Et puis Yvette avait besoin de vivre aussi la paix de sa famille parce que ses enfants grandissaient, ils allaient se marier. Tout ça. Donc elle voulait avoir le temps. L'autre livre que j'appelle La femme du président va nous montrer que quand on est femme du président, mais quand on est président, on n'a plus le temps pour soi-même. Donc à un moment donné, il faut vivre pour soi. Et puis, il faut vivre aussi pour Dieu. Et c'est ce que Yvette Kwadja a fait. Donc, ça a été vraiment une déception. Mais parce que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris que c'est ensemble que nous développons le pays. Et que ce n'est pas un seul individu qui développe le pays. Parce que toutes les belles idées qu'Yvette avait, je suis sûre qu'il y a des gens qui avaient des idées plus intéressantes que pour Yvette. Mais les personnes n'ont pas osé. Et donc, Yvette a voulu qu'on travaille, que tout le monde travaille ensemble, que la population s'engage, que les gens voient qu'ils sont importants pour le pays. Et en ce moment qu'elle s'en va, la preuve quand elle est partie, le pays n'est pas tombé. Le pays n'a pas sombré, le pays a continué. Et les gens étaient heureux de plus tard la célébrer. Alors, Yvette Kwadja passe présidente. Alors, à ce niveau, on constate qu'Yvette accepte, en tant que présidente sortante, elle accepte que son vice
lui succède et même elle prépare l'élection de son successeur avec, en tout cas, elle met tout en place. Elle est au devant des choses. Qui fait ce genre de choses-là ici? Yvette Kouadja, ici en Côte d'Ivoire. Vu qu'on parle de notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous présentez un tel modèle? Vous avez déjà entendu que nul n'est indispensable. Oui. On le dit toujours, mais on ne le pratique pas. Tout simplement. Vous êtes une maman au foyer, quand vous voyagez, vous ne déportez pas votre famille dans le lieu où vous partez. Mais pourquoi, quand il s'agit d'un pays, vous voulez forcément déporter le pays partout où vous êtes? Apprenons à faire confiance aux autres, tout simplement. Yvette Kouadja l'a montré. Pourquoi? Parce que elle se dit, un bon leader, c'est celui qui prépare la relève. Si quelqu'un n'arrive pas à préparer la relève, c'est qu'il n'est pas un bon leader. C'est qu'il n'a pas formé ceux qui ont été avec lui, c'est qu'il ne fait pas confiance. Mais nous sommes des humains. Même si par miracle on fait 150 ans, ce n'est rien dans la vie d'un pays. Oui. Parce qu'avant qu'on ne naisse, le pays était là. La Bible dit, le vaillant, le vigoureux, 70-80. Parce qu'après ça, vous devenez comme un enfant. Oui. Donc, vous ne pouvez même pas diriger le pays. Du coup, Yvette sait que si elle fait confiance en Dieu, c'est que Dieu a déjà... Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Oui. Il n'y a pas un roi, même avant ou au temps d'Adam, où les gens faisaient 600 années, 800 années. Mais après, là, les autres n'ont pas fait 200 années. Oui. Donc, Yvette sait que c'est la providence de Dieu qui conduit un pays. Tout simplement. Bien dit. Pourquoi Yvette a-t-elle tourné après, on va dire, après, on a envie de dire pour le peuple, cette retraite anticipée du pouvoir? Pourquoi Yvette a-t-elle tourné maintenant son attention sur les îles Caraïbes, sur l'extérieur? Oui. Pourquoi, qu'est-ce qui explique donc cet appel pressant qu'elle avait d'aller servir ailleurs? Alors, d'abord, Yvette s'est retirée pour sa famille. Oui, ça c'est clairement mentionné. C'était vraiment l'objectif. Mais dans sa famille, il y a Luciano Moretti, son époux, qui a un côté des Caraïbes. C'est vrai qu'elle n'avait pas pensé à ça. Mais comme Saint Paul, il a vu l'homme de Macédoine lui dire, viens chez nous, on a besoin de toi. Donc c'est comme ça aussi, Yvette a vu les gens de la Guadeloupe l'appeler pour dire, viens chez nous, on a besoin de toi. Mais en fait, ce que je vais faire ressortir, c'est que nous parlons d'Africains, de panafricanisme, etc. Mais nous oublions nos parents qui se sont retrouvés dans les îles Caraïbes, Haïti. Quand les populations africaines parlent, elles ne pensent pas à ces gens-là. On les a carrément oubliés. Alors qu'ils restent nos parents et ils vivent les mêmes préoccupations que nous. Donc j'ai voulu amener l'Africain du continent africain à penser aux Africains qui sont dans les autres continents. Donc c'est comme ça que j'ai créé le lien entre Yvette Kouadja et les îles Caraïbes. Mais après, je me suis aussi posé la question, est-ce que Haïti ferait l'objet d'une malédiction? Pourquoi ce peuple souffre tant? Quand vous regardez les documentaires, les films documentaires, où les gens vont jusqu'à prendre la terre, mélanger avec un peu de beurre pour faire des galettes. Est-ce que ce pays n'a pas bénéficié des faveurs de Dieu? Je me posais vraiment la question. Et j'ai voulu qu'Yvette aille explorer. Vous avez vu que Yvette, avant d'arriver à Haïti, a fait un peu le tour des pays proches. Pourquoi aux Bahamas, qui n'est pas loin, les gens sont heureux là-bas? Costa Rica, vraiment, ces pays-là, les gens sont heureux. Mais pourquoi en Haïti, on n'a que la drogue, on n'a que le conflit, on n'a que les violences, on n'a que les séismes, même la nature même vient s'y mettre. Oui. Mais c'est toute une histoire. Je parlais avec quelqu'un de là-bas qui disait, avant, il y avait beaucoup de forêts en Haïti. Ils se sont mis dans la production du charbon de bois. Il y a eu la déforestation. Ils ont essayé ça, il y a eu des problèmes. Ils ont essayé ça, il y a eu des problèmes. Et la drogue qui vient des pays voisins. Aujourd'hui, les jeunes là-bas ont perdu tout repère.
Mais je me dis que nos pays africains doivent partir En aide. en aide. On doit réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai proposé un plan Marshall pour Haïti, mais pas un plan Marshall qui vient des pays européens, mais des pays africains avec les voisins de Haïti pour essayer de redresser. C'est une réflexion que je lance. J'espère que ça va intéresser des gens, que des gens vont réfléchir, ceux qui organisent le colloque, qui puissent s'asseoir pour réfléchir et voir comment est-ce que... Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait un président et un matin, quelqu'un se lève pour dire non, il n'est plus président, c'est moi le nouveau président. Un autre se lève pour dire non, c'est pas lui le président, c'est moi le nouveau président. Et puis on tourne la population en rond dans la souffrance. On a beaucoup de problèmes en Afrique, c'est vrai, mais vraiment ces pays ont besoin de nous. Voilà. On va faire un retour en arrière dans notre histoire. Yvette qui vivait en toute quiétude avec son époux et ses enfants, avec ses projets professionnels, entre business et mise en place même de ses écoles, elle a dû tout quitter. Sans extrapoler, on dira qu'elle a dû tout réorganiser avec le soutien de son époux, de ses parents, des personnes proches, afin de mieux débuter sa mission qui a commencé, on va dire, en Terre Sainte en Israël. Alors pourquoi? L'appel d'Yvette a servi bien sûr la nation ivoirienne, nous fait penser au témoignage de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a vu son plan de vie avec Joseph changer. Lorsque Dieu lui a demandé à faire d'elle la mère de son fils. Pourquoi ça nous fait penser à cela? Et on a eu aussi un Luciano, un peu comme un Joseph, qui aux côtés de son épouse a soutenu ce plan-là, l'a accompagné. Pourquoi cette histoire nous fait penser donc au témoignage de la Vierge Marie? Alors Luciano, Luce, la lumière, etc. Oui, Luciano est une lumière auprès d'Yvette. Alors, oui, on peut faire la similitude, on peut faire la comparaison. Effectivement, tout individu doit pouvoir dire oui à un moment donné pour la mission de Dieu. Et la mission de Dieu, ce n'est pas seulement être un serviteur en temps plein de Dieu, mais quelqu'un qui manifeste Dieu dans ce qu'il fait tous les jours. Et donc, Yvette Kouadia, qui effectivement avait une bonne vie, elle avait des moyens, elle pouvait se reposer, prendre sa retraite, aller dans sa maison de campagne, vivre tranquillement, reçoit un appel. Elle n'a pas reçu l'appel comme un appel d'un politicien, mais elle a reçu l'appel. C'est pour ça que quand elle devait recevoir l'information, le Seigneur est venu lui dire que c'est lui qui l'a appelé. Mais quand Dieu t'appelle, tu as oublié de te détacher de quelque chose. Oui. La preuve, vous-même, peut-être que vous avez voulu être une grande économiste, etc. Mais le Seigneur vous a appelé à venir témoigner de lui dans ce que vous faites comme travail. Et donc, parce que Dieu l'a appelée, elle n'avait pas le choix. Elle a dit oui. Et quand on dit oui, il y a des choses auxquelles il faut dire non. Un oui est toujours accompagné de non. Parce que le oui que vous dites doit permettre de dire non autour de vous. Avoir le sens du sacrifice. Je ne ferai plus ça, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus me concentrer sur moi-même. Je vais me concentrer sur ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Après, quand vous le dites, moi aussi, ça me donne à réfléchir. Pourquoi elle a commencé sa mission en Israël, en Terre Sainte? Je ne sais pas si j'avais fait le lien au départ, mais je voulais qu'elle apprenne la diplomatie. Parce que c'est un pays qui a besoin, qui montre l'importance de la diplomatie, parce que avec tout ce qu'il vit, si ce pays continue de résister, c'est que quelque part, la diplomatie est forte. Et donc, Yvette, elle va là-bas, elle découvre un peu certains pans de la diplomatie, mais aussi elle découvre les services secrets. Elle découvre les services secrets. Parce que on ne peut pas diriger un pays sans tenir compte des services secrets. Sinon, chacun va se lever, il va faire ce qu'il veut dans son village. Yvette, en plus d'avoir pour meilleur allié, meilleur partenaire Dieu, est très entourée de ses proches, nous l'avons si bien dit, des parents, de personnes aussi très spirituelles, ce depuis sa tendre enfance. Et on ira plus loin, depuis le sein même de sa mère, parce que Jeanne également a bénéficié de cet accompagnement-là. Alors, quelles doivent être les caractéristiques donc de l'entourage d'un leader, d'une personne qui a une grande destinée? Quelles doivent être les caractéristiques de ces personnes qui l'entourent? La Bible nous dit que lorsque le Seigneur, ou bien l'ange est allé voir Zacharie, on lui dit parce qu'il a douté, le Seigneur l'a rendu muet, peut-être.
mais aussi parce qu'il ne devait pas donner l'information de ce qu'il a vu. Nous, on est resté sur ce qu'il a douté, mais le fait que l'enfant qui allait naître allait être un enfant à histoire, le Seigneur ne voulait pas que Zacharie en parle même aux prêtres. On a vu avec les rois mages. On a vu aussi que lorsque la Vierge a reçu l'ange, les jours qui ont suivi, elle allait aider sa cousine Élisabeth. Mais elle est sortie de son environnement. Elle est carrément sortie de son environnement. Et donc, si vous n'avez pas votre entourage qui vous protège, c'est l'entourage qui va vous exposer. Un homme, une femme, avec une grande destinée, doit avoir des parents qui comprennent. La maman de Samson, quand elle a eu, lorsqu'ils ont eu la vision, que l'ange lui a dit de ne pas boire, elle a respecté. Elle est restée dans son coin. Mais si vous avez un parent qui donne plus d'informations qu'une chaîne de télévision, tout ce que vous avez, oui, vous serez exposé. Et tout ce que Dieu veut faire avec vous, il ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, nous parlons tellement. Oui. Nous voulons tellement que les gens sachent ce qu'on vit. Oui. Nous voulons tellement que les gens nous découvrent. Que des fois, des gens prennent des songes, une intimité avec Dieu pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage. Donc, quand quelqu'un doit occuper un poste important, il faut qu'il ait une famille qui apprend à se taire. Il faut qu'il ait une famille qui apprend à ne pas sortir l'information de la maison. Des mamans qui prient pour leurs enfants, des femmes qui prient pour leurs conjoints, etc. Et donc, le rôle de la famille d'Yvette, c'était vraiment ça. La soutenir dans la prière, la soutenir dans la discrétion. Vous voyez, le jour où la tante Adjob est venue donner l'information, elles se sont enfermées dans leur propre maison. Oui, oui. Pourtant, il n'y a personne dans la maison. Dans l'un des studios de la maison. Il y a que les servantes qui sont un peu ailleurs. Tous les enfants ont grandi, les petits-enfants sont ailleurs. Mais elles sont allées s'enfermer. Parce que quand il y a quelque chose d'important, qu'on ne prend pas le temps de l'analyser, de l'apprécier, et commence à donner l'information, qu'est-ce qu'on veut? Alors, cela nous permet d'aborder un détail. Ces 3 femmes se sont enfermées. Il y a eu des chants d'action de grâce qui ont été entonnés. Et également, lorsque elles étaient encore dans l'attente on va dire, des résultats de l'élection, elles se sont retrouvées à 5 femmes encore ont entonné un chant d'action de grâce. Oui. L'importance du chant d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu en tout temps. Il y a l'hymne de la création également qui est revenu 2 fois. Oui. Et il y a cette chanson que j'aime, que ma bouche chante ta louange. Ces chants d'action de grâce, c'est-à-dire, nous, on aime demander à Dieu, mais on ne prend pas le temps de lui dire merci. Même qu'on n'a pas ce qu'on attend, disons merci à Dieu. Et moi, je suis une personne qui aime l'action de grâce. Et donc, pour donner l'information, elle a d'abord entonné ce chant. Vous avez dit, pourquoi en chantier? Oui, Tata Adjoba, on a imaginé. Tata Adjoba, elle vient du Ghana. Même si elle a de la famille à Diaké et autres, mais sa source, c'est le Ghana. Le grand-père, Kofi Johnson, il a une bonne source au Ghana. C'est pour aussi mettre le lien entre nous et nos voisins. C'est ça. Pour dire qu'on est africain. Avant d'être ivoirien, on est africain. Et donc, Tata Adjoba chante la chanson ghanéenne pour dire, quand tu te lèves le matin, il faut dire merci à Dieu. Ton sang circule dans ton corps, il faut dire merci à Dieu. Ne vois pas ce que tu n'as pas eu. Regarde ce que tu as. Parce que pour pouvoir voir ce que tu n'as pas eu, il faut que tu sois vivant. Et donc, le souffle de vie doit être l'objet de l'action de grâce. Et lorsque le grand-père allait mourir, ils ont chanté aussi une chanson d'action de grâce. Parce que quand il regarde la vie qu'il a menée, tout ce que Dieu a permis dans sa vie, à travers lui-même, ses enfants, ses petits-enfants, etc., il ne peut que dire merci à Dieu. Ne dis pas non, Seigneur, je ne vais pas mourir. Je veux voir mes arrière-petits-enfants. Il dit non, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as fait beaucoup. Et le texte dit, il voulait qu'un de ses enfants soit dans le clergé. Et il a son petit-fils qui est rentré dans l'ordre des franciscains. Et donc, ça fait qu'il était épanoui. Il était épanoui.
Sans compter qu'ils ont bénéficié de l'ancien temps, de tout ce que le pays pouvait donner. La formation, il a eu une belle femme, etc. etc. Donc, c'est ça. Les femmes s'enferment, elles chantent. Elles louent Dieu. À tout moment, il faut rendre grâce à Dieu. En tout temps, il faut rendre grâce à Dieu. Même quand c'est difficile, il faut rendre grâce à Dieu. Et la Bible nous dit, Paul et Silas, ils étaient en train de rendre grâce à Dieu quand les portes de la prison ont tremblé. Les chaînes se sont coupées seules. Donc, l'action de grâce peut nous faire l'objet de délivrance. Sans qu'on ne soit en train de crier, tant qu'on nous impose les mains, les pieds, tout ça, non. L'action de grâce est une grande prière. Voilà. Bien. Nous sommes déjà au terme de cet échange. Que devons-nous donc retenir? Parce que là, c'est le dernier de la trilogie. Oui. Que devons-nous donc retenir de cette trilogie littéraire autour d'Yvette Kwadja? Une destinée s'accompagne toujours de la prière. Voilà ce que je peux dire. Tout simplement. Tout une simplement. destinée s'accompagne toujours de la prière. Facile à retenir. Et il faut chercher à l'appliquer pour voir les fruits. En tout cas, Madame Brigitte Gbadi, merci. Merci d'être venue, on va dire, dérouler la suite de l'histoire, nous expliquer certaines choses qu'on a pu comprendre autrement. Vous êtes venu nous donner clairement le sens de ces phrases, de ces mots que vous avez mis dans ce livre, dans cette œuvre. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir pour nous. À vous le merci. Merci à Ecclesia TV. Vraiment que le Seigneur nous fasse la grâce à vous et à nous également de pouvoir voir 2035, 2040, être témoin de cette histoire d'Yvette Kwadja. Mais c'est sûr que le Seigneur va dénicher une petite fille quelque part à laquelle on ne fait pas entendre. Moi, je pense déjà à quelqu'un. Le Seigneur va nous donner cette fille. Amen. Merci infiniment à l'auteur. Eh bien, nous refermons le chapitre du décryptage pour en ouvrir un autre, celui de Vitrine avec Morel Poti. Deux couvertures et deux histoires différentes, bienvenue dans votre vitrine. Installez-vous confortablement. Dans cette rubrique, nous ouvrons deux livres et nous vous racontons pourquoi ils méritent une place dans votre bibliothèque. Première œuvre, Le démagogue des Chinois Achebe. En voici le résumé. Instituteur de métier, M. Nanga. Après moult péripéties, réussit à se faire confier le portefeuille ministériel de la culture, suite à un passage non moins mouvementé au Parlement. Parvenu à ses fins, il use abondamment de son titre de ministre pour détourner les biens publics et s'adonner à des plaisirs malsains. Passé maître dans l'art de la persuasion par l'entreprise de discours savamment rédigés, M. Nanga harangue les masses populaires dans la quête de la consolidation de son électorat. Au cours de ses pérégrinations dans le pays, il croise le chemin de ses anciens écoliers, le jeune Odili, qu'il prend sous sa coupole. L'auteur, Chinois Achebe, de son vrai nom Albert Chinois Lumogu Achebe, est né le 16 novembre 1930 dans un village de l'Est du Nigeria. Diplômé de l'université d'Ibadan au Nigeria en 1953, son parcours professionnel est marqué par ses passages en tant qu'enseignant de langue et de littérature à l'université du Nigeria Nsukka, au Bard College à New York et à l'université du Massachusetts aux États-Unis. Il a également travaillé comme journaliste et directeur d'antenne à la NBC National Broadcasting Corporation au Nigeria et éditeur pour les œuvres africaines à la maison d'édition Heinemann. Très engagé pour son pays, il a flirté avec la politique en s'investissant dans le ministère biafrais de l'information et en étant aux commandes de la diplomatie des Biafrais à l'international pendant la guerre de Biafra de 1967 à 1970. Si la première œuvre nous a touchés, la seconde va nous bousculer. On tourne la page avec Les racines du mal de Romain Gary. Le résumé. Le personnage principal, Morel, veut sauver les éléphants qui y sont massacrés et tente d'alerter l'opinion publique sur le sort à la veille d'une conférence internationale sur la faune et la flore
au Congo belge. Ses efforts restent vains, car il se heurte à ses confrères qui estiment que les éléphants sont inutiles, improductifs et encombrants. Il faut les tuer pour leur viande et leur ivoire et s'en débarrasser. Les Racines du ciel est l'un des premiers romans écologiques qui défend la cause des animaux. L'auteur, Romain Gary, né Romain Casséou, le 21 mai 1914 à Vilnius, dans l'Empire russe, et mort le 2 décembre 1980 à Paris, est un écrivain français d'origine russe et de culture juive, de langue française et anglaise. Il a exercé plusieurs activités comme celle d'aviateur et résistant, ainsi que celle de romancier, diplomate, scénariste et réalisateur. Écrivain français de la seconde moitié du XXe siècle, il est notamment connu dans les années 1970 pour la mystification littéraire qui le conduit à signer plusieurs romans sous le nom d'emprunt Émile Ajar, tout en masquant son identité réelle. Il est ainsi le seul auteur à avoir reçu le prix Goncourt à 2 reprises grâce à un roman écrit sous le pseudonyme. La lecture ne s'arrête jamais ici. On se retrouve pour le prochain numéro avec 2 nouvelles découvertes. Les rideaux sont également tirés sur la vitrine littéraire gérée par Morel Poti. Eh bien, le roman Yvette Kwadja Moretti présidente, qui porte la signature de la sociologue et écrivaine Brigitte Badi, est cette œuvre-là qui était dans notre viseur aujourd'hui. Et nous avons pris vraiment grand plaisir à présenter l'œuvre, mais aussi à en faire un décryptage général, parce que le décryptage morceau par morceau vous revient. Et pour y parvenir, il va falloir vous procurer cette œuvre. D'ici là, prenez soin de vous, parce que nous aussi, comme à Yvette Kwadja, nous allons chercher à partir dans la vie. Il faut savoir partir pour faire place à d'autres personnes. Alors nous partons pour faire place à d'autres programmes sur Ecclesia TV. Bonne suite donc de nos émissions. À très bientôt.